Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. L'affaire d'aujourd'hui est italienne, comme vous avez pu le voir dans le titre, et c'est une affaire, controversée déjà, ça c'est sûr, mais franchement pas que. Je pourrais vous dire en quelques lignes qu'il s'agit du combat d'un père pour que justice soit rendue à sa fille, mais c'est bien plus gros que ça, et vous le verrez par vous-même, c'est une lutte sans merci qui oppose les petits contre les grands. Et en parlant du combat de ce père, vous connaissez le thriller Impact de l'écrivain Olivier Norek ? Alors écoutez les gars, ce mois-ci, j'ai l'honneur, que dis-je, le plaisir de vous présenter mon sponsor, Nextory. Nextory, c'est une application de lecture en streaming qui vous permet, sur la base d'un abonnement mensuel, d'avoir accès en illimité à des milliers d'e-books, de BD, de séries exclusives et de journaux, ainsi qu'à un livre audio par mois. Alors je ne vous cache pas que je ne connaissais pas, puisque comme vous pouvez le remarquer, je suis restée un peu à l'ancienne. J'ai bien évidemment fureté sur Nextory quand ils m'ont proposé de me sponsoriser et je dois vous dire que j'ai été agréablement surprise. On a déjà tous les auteurs des courants naturalistes et réalistes, George Sand, Maupassant, Balzac, Flaubert, Zola, mais je suis également tombée sur Nabokov et l'excellent Tennessee Williams. C'est un dramaturge américain qui a écrit entre autres Un tramway nommé Désir et La chatte sur un toit brûlant, mais je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Après, rassurez-vous, ils n'ont pas que ça, ils ont également tout un tas d'auteurs plus contemporains, plus modernes, pour tous les âges et pour tous les goûts. Pour en revenir à Olivier Norek, Nextory a sorti le 12 avril une série audio adaptée de son thriller Impact. C'est une sombre histoire de vengeance paternelle et d'écoterrorisme. Ça rigole pas. Et là où ça devient palpitant et complètement fou, c'est que le récit est incarné par des acteurs comme Chirine Boutella et Alexis Michalik, pour ne citer qu'un. Vous avez également des bruitages, de la musique, ce qui rend le récit complètement vivant. J'ai eu l'occasion d'écouter, c'est complètement immersif. Je vous dirais que c'est un peu comme une série, mais les yeux fermés, ça change, c'est prenant, presque autant que mes vidéos. J'ai bien évidemment un code promo pour vous, si vous souhaitez écouter la série et pouvoir fureter à la recherche de grands auteurs. Avec le code BOOKASSINE Impact, vous pouvez bénéficier de 30 jours gratuits. 30 jours, honnêtement, je trouve que c'est pas mal pour pouvoir tester l'application, d'autant que c'est sans engagement. Pour ceux qui sont intéressés, je vous glisse le code promo et le lien dans la description. Bref, ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. Siamo tutti addolorati per questa perdita di Sissi che è davvero enorme e atroce. Noi continueremo a lottare e a fare verità e giustizia per Sissi perché ribadiamo sempre che Sissi non si è suicidata. Era un angelo con il sorriso ed era un portiere straordinario. E quello che ricordo di Sissi è assolutamente il sorriso che resterà sempre nel mio cuore e nei nostri cuori. Francesca Altomonte. L'histoire se déroule en 2016 à Venise, la ville des canaux ou la ville des amoureux, comme l'appellent certains. Maria Teresa Trovato Mazza, surnommée Sissi, est née le 10 mai 1989 à Taurianova en Calabre. Au moment des faits, elle a donc 27 ans. Ses parents sont Salvatore et Caterina, avec lesquels elle entretient des liens très étroits, mais pas que, puisqu'elle est aussi extrêmement proche de sa sœur Patrizia. C'est une jeune femme que ses proches décrivent comme pleine de vie, passionnée de foot et très entourée. D'ailleurs, elle fait partie d'une équipe féminine de foot à haut niveau, et tous s'accordent à dire que c'est une joueuse très douée. Mais Sissi, c'est également une jeune femme qui se bat contre les injustices. Si elle peut aider, elle le fait, et avec le sourire. Et ça, c'est vraiment un trait de caractère qui revient souvent lorsque l'on parle d'elle. C'est une personne qui déteste l'injustice. Depuis 2009, elle travaille comme surveillante pénitentiaire à la prison pour femmes La Giudecca à Venise, mais elle a dernièrement décidé de s'inscrire à l'université pour faire des études supérieures. La raison, et elle en a parlé à ses parents, c'est de pouvoir monter en grade afin d'obtenir un poste à responsabilité dans le milieu carcéral pour améliorer les conditions de vie des détenus. D'ailleurs, elle est très appréciée par les détenus de La Giudecca. On dit d'elle que c'est une personne juste, très humaine et qui a énormément de valeur. De ce que j'en ai vu, l'année 2016, c'est l'année du changement et du renouveau pour Sissi. Elle a quitté sa compagne avec laquelle elle était depuis 7 ans et qui est également une collègue de travail. Elle vient tout juste de s'installer avec sa nouvelle copine. Elle veut changer de voie professionnelle, reprendre des études. On peut dire que tout semble aller pour le mieux dans la vie de cette jeune femme. Tout ou presque.
Le 1er novembre 2016, c'est la Toussaint. Ce jour-là, Sissi est censée être de repos. Mais à la dernière minute, son planning est modifié et on lui demande si elle peut venir remplacer une collègue qui est tombée malade et qui n'a donc pas pu venir. Sissi accepte, mais juste avant de sortir de chez elle, elle demande à sa compagne si elle peut lui acheter une recharge téléphonique et la lui envoyer par texto afin de recharger son téléphone. Alors, c'est un détail, mais vous verrez par la suite qu'il a toute son importance. Et pour info, sa compagne n'a pas pu lui acheter sa recharge téléphonique puisque tout était fermé par rapport à la Toussaint. Bref, sa mission pour ce matin-là, c'est de se rendre à l'hôpital Santi Giovanni e Paolo à Venise afin de voir comment se porte une patiente qui vient tout juste d'accoucher. C'est la première fois qu'elle est amenée à faire ça, mais elle ne sera pas seule puisqu'il y aura 2 autres collègues qui l'attendront à l'extérieur. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas ce qu'elle fait habituellement, son travail est purement administratif d'ordinaire. Toutefois, c'est elle qui est chargée d'entrer dans l'hôpital pour y voir la détenue, une dénommée Jessica. À présent, je vais vous passer les images de l'hôpital et puis je vais vous détailler ce qu'il s'y passe. En théorie, je peux vous les passer. Il n'y aura pas de souci, on croise les doigts. Et si je ne peux pas vous les passer, écoutez, ma foi, vous continuerez à voir ma tête. Donc je commence à vous détailler ce que l'on peut voir dans les images de surveillance de l'hôpital. Elle arrive vers 11h au service gynécologique au 1er étage. Là, elle s'adresse à une infirmière ou une aide-soignante pour lui demander où se trouve le service de pédiatrie, puisque comme c'est la première fois qu'elle fait ce genre de mission, du coup, elle ne sait pas où se rendre. Quelques secondes plus tard, elle redescend au rez-de-chaussée, puisque c'est là que se trouve le service en question, et elle rejoint la patiente Jessica. Jessica dira plus tard que Sissi semblait préoccupée, elle n'était pas très causante, et d'ailleurs elle n'est pas restée très longtemps comme si elle avait un rendez-vous. À 11h15, on la voit ressortir de la chambre de Jessica, mais au lieu de quitter l'hôpital et rentrer au centre pénitentiaire, Sissi se dirige vers les ascenseurs. D'abord vers celui de gauche, puis celui de droite. Et ce que l'on peut distinguer dans les images des caméras de surveillance, c'est qu'elle semble tenir un téléphone portable dans sa main droite contre son oreille. L'espace où se situe l'ascenseur n'est pas couvert par la caméra de surveillance, donc on ne sait pas ce qu'elle fait, ni s'il y a quelqu'un d'autre avec elle. À 11h18, on voit une dame âgée se diriger vers l'ascenseur de droite, et elle semble tout à fait normale. Elle prend l'ascenseur, et 1 minute plus tard, la caméra du 3e étage la voit ressortir de l'ascenseur. 2 minutes plus tard, soit à 11h20, une autre femme prend la direction de l'ascenseur de droite. Elle s'arrête un court instant à proximité, puis elle continue de s'avancer vers l'ascenseur. Elle s'arrête de nouveau et c'est là qu'elle tombe sur le corps de Sissi, une partie de son corps allongée dans l'ascenseur, l'autre partie qui en ressort et qui bloque la fermeture de la porte de l'ascenseur. Sa tête est recouverte de sang et son arme de service gît à portée de sa main droite. Complètement paniquée, la dame court prévenir les secours. Et quelques secondes plus tard, on peut voir un homme sortir de la zone où se trouve l'ascenseur de droite. Il se dirige vers la sortie de l'hôpital et en passant précisément devant la caméra de surveillance, il baisse la tête. Moins d'1 minute après, on peut voir les secours qui affluent en direction de l'ascenseur pour porter secours à Sissi. Il constate qu'elle a la tête recouverte de sang et que son arme de service se trouve à proximité de son corps. Donc ils en déduisent qu'elle a reçu une balle dans la tête. Et chose assez incroyable, on va dire, Sissi est toujours vivante, mais son pronostic vital est engagé. Elle est héliportée à l'hôpital de Mestre, qui est bien plus adapté, mais sur place, les médecins constatent que la blessure est beaucoup trop sérieuse et qu'il n'y a plus rien à faire. Sissi est plongée dans le coma. Ses parents, Salvatore et Catalina, sont prévenus, ils font le déplacement depuis la Calabre, et quand on leur explique que Sissi est dans le coma et qu'elle a reçu une balle dans la tête depuis sa propre arme, ils sont catégoriques. Elle n'aurait jamais tenté de se suicider. La veille encore, elle les avait au téléphone. Elle ne semblait ni déprimée, ni renfermée, ni même triste, bien au contraire. Malgré ça, le parquet oriente les investigations vers la thèse de la tentative de suicide. La vie de Sissi est donc décortiquée et fouillée de fond en comble afin de voir pour quelles raisons elle aurait tenté de mettre fin à sa vie. Sur le plan familial, tout allait pour le mieux. Elle a de très bons rapports avec ses parents, comme je vous l'ai dit. Elle s'entend également très bien avec les autres membres de sa famille. Elle est très entourée, elle a des amis. Elle a ses parents au téléphone quasiment tous les jours et ils n'ont jamais eu l'impression qu'elle était déprimée. Et sur le plan sentimental, c'est la même chose. Elle vient tout juste de s'installer avec sa nouvelle compagne. Elles ont des projets. Sissi veut reprendre ses études. Donc a priori, tout va bien. Et sur le plan professionnel alors ?
Eh bien, il s'avère qu'elle faisait face à quelques difficultés depuis plusieurs mois. Sissi était littéralement dans le viseur de sa hiérarchie. Elle avait même reçu un avertissement de la directrice du centre pénitentiaire, Gabriella Straffi. Et on en saura davantage plus tard. Patience. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, sa famille et son entourage ne croient absolument pas que Sissi aurait tenté de mettre fin à sa vie. Et l'enquête ne semble pas non plus aller dans ce sens, objectivement. Tout d'abord, l'arme de service de Sissi. Elle a été analysée et on n'a retrouvé aucune empreinte dessus, pas même celle de Sissi. Et ça, c'est très bizarre, puisque dans les images des caméras de surveillance, on la voit, Sissi ne porte pas de gants. Et sur ses doigts, on n'a retrouvé aucune trace de poudre. Autre élément troublant par rapport à l'arme de service, les seules traces de sang qu'on y a retrouvées se situent près du levier de sécurité, 2 petites gouttes, alors que Sissi est censé avoir tiré à bout touchant. Dans le rapport médical qui a été fait lors de son admission à l'hôpital, il y a là aussi des petites choses assez bizarres. Alors, tout d'abord, sur ses mains, on trouve des traces de bleu, de gonflement, qui donnent l'impression qu'elle s'est battue. Et concernant la trajectoire de la balle, là aussi c'est très étonnant, à savoir que il est noté que la balle a été tirée derrière l'oreille à droite et qu'elle est ressortie à sa gauche. Ce qui signifie que Sissi, qui avait l'habitude de manipuler des armes, aurait cherché à se tuer en se tirant dessus comme ça. Ça paraît quand même assez bizarre. Autre point étrange, ça concerne le téléphone portable de Sissi. Alors, si vous vous souvenez bien, dans les images des caméras de surveillance de l'hôpital, on voit que Sissi traverse le couloir avec sa main près de son oreille droite, comme si elle tenait un téléphone. Alors, c'est pas très clair, mais tout laisse à penser qu'elle est au téléphone. Or, son téléphone portable a été retrouvé 2 jours plus tard dans son casier au centre pénitentiaire. À proximité de son corps, on n'a pas retrouvé de téléphone portable. Donc là, on peut quand même se poser certaines questions, à savoir pourquoi aurait-elle laissé son téléphone portable dans son casier au centre pénitentiaire si juste avant, elle avait demandé à sa compagne de lui acheter une recharge téléphonique pour pouvoir utiliser son téléphone. Ça n'a pas de sens. Et l'autre question, c'est si ce n'était pas un téléphone portable qu'elle tenait dans sa main droite, mais qu'est-ce que ça pouvait bien être? Parce que même si on ne le voit pas, je le répète, c'est vrai que c'est pas très clair, mais moi, en voyant ces images, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est elle est au téléphone. Et pour en revenir à la recherche téléphonique, on peut également se demander la raison pour laquelle elle a demandé à sa compagne de lui en acheter une si elle comptait se donner la mort quelques heures plus tard. Là encore, ça colle pas. Maintenant, si on s'intéresse aux personnes qui étaient présentes à l'hôpital au moment du coup de feu, là aussi, il y a quand même pas mal de points assez troublants. Le premier point, c'est que personne dans l'hôpital n'a entendu le coup de feu. Alors, grâce aux caméras de surveillance, on peut voir un employé dans un couloir qui semble avoir entendu le coup de feu, ou quelque chose d'inhabituel tout du moins, puisqu'il se fige et il repart. Mais cet employé n'a jamais été interrogé. Toutefois, ça semblerait quand même bizarre que lui ait entendu le coup de feu, alors que le reste de l'hôpital n'ait rien entendu. Il y avait quand même pas mal de va-et-vient ce jour-là. Un coup de feu, c'est quand même bruyant. Donc que personne n'ait rien entendu, hormis un employé. Bon. La femme qui a découvert Sissi dans l'ascenseur n'a jamais été interrogée par la police. C'est pourtant elle qui a été la première sur les lieux. Donc il aurait été utile de savoir ce qu'elle avait vu précisément. L'homme que l'on voit sortir de l'hôpital la tête baissée a lui été interrogé, mais il a déclaré ne rien avoir vu ou entendu de particulier. Alors certes, il y a 2 ascenseurs là où Sissi a été retrouvée, mais ça reste quand même assez étonnant puisque le corps sortait à moitié de l'ascenseur. Donc bon. Donc là, vous avez déjà les premiers éléments de l'enquête qui permettent de se poser quelques questions. Et indépendamment de tous ces éléments, la question qui brûle les lèvres de certains, c'est qui irait se tirer une balle dans la tête afin de mourir donc dans un hôpital? Les 2 années qui suivent, c'est un bras de fer qui s'engage entre les parents de Sissi et le parquet de Venise. Pour la procureure, il n'y a pas lieu d'investiguer. La jeune femme s'est fait ça toute seule et basta.
Sissi, de son côté, est toujours dans le coma. Ses parents ont demandé à ce qu'elle soit rapatriée en Calabre chez elle, à Taurianova, et qu'elle soit mise sous assistance respiratoire au domicile de ses parents, qui préfèrent la voir près d'eux et qui espèrent chaque jour qu'elle puisse ouvrir les yeux, leur parler et leur dire ce qu'il s'est passé, puisqu'ils sont convaincus que Sissi n'aurait jamais tenté de mettre fin à sa vie. Pour eux, c'est une version bien trop fantasque, surtout au vu des éléments. En novembre 2018, la famille Trovato Mazza est reçue par le ministre de la Justice, qui leur assure que Sissi ne sera pas abandonnée par les autorités et que tout sera mis en place pour découvrir la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Mais le 12 janvier 2019, Sissi décède des suites d'une infection après 2 années de coma. Et là, comme vous pouvez le deviner, la procureure de Venise demande à ce que le dossier soit classé en suicide, puisque d'après elle, il n'y a aucun élément objectif qui permette de penser qu'il s'agit d'un homicide. La famille de Sissi engage des avocats afin de s'opposer à cette décision. Ils multiplient les interviews dans les journaux, que ce soit écrits ou télévisés, afin de faire connaître cette affaire au plus grand nombre. Et il est vrai qu'en Italie, beaucoup de personnes se sont montrées solidaires avec la famille Trovato Mazza. D'ailleurs, le 23 janvier, une foule immense vient rendre ses derniers hommages à la jeune femme enterrée à Taurianova, en Calabre. Parmi eux, ses amis, ses anciens collègues, ses coéquipières de foot et de parfaits inconnus venus des 4 coins de l'Italie, la seule qui manque à l'appel est la directrice du centre pénitentiaire de la Giudecca, Gabriella Straffi. Elle n'a pas non plus pris la peine d'adresser un mot de soutien aux parents de la jeune femme, qui, rappelons-le, avait travaillé pendant 7 ans pour elle. Après la mort de Sissi, de nombreuses personnes ont remis en question la version officielle du parquet de Venise. Et pas seulement pour soutenir la famille Trovato Mazza, mais parce qu'il y a beaucoup d'éléments troublants dans ce dossier. D'après eux, la mort de Sissi devait certainement cacher quelque chose de très grave. Et la médiatisation de cette affaire par la famille de Sissi semble avoir porté ses fruits, puisqu'en mars 2019, le GIP, que je traduirai par le juge des enquêtes préliminaires, accède à leur demande de rouvrir l'affaire et admet que l'enquête présente de grosses irrégularités. Ce que ça signifie, c'est que le juge a considéré que la procureure de Venise avait mal fait son taf. Le même mois, l'émission Les Iene présente un reportage dans lequel on apprend que Sissi rencontrait de gros problèmes au travail, non pas à cause de manquements de sa part, mais parce qu'elle avait découvert et dénoncé des faits très graves qui se produisaient à l'intérieur du pénitencier de la Giudecca. Et c'est là que ça devient très intéressant, puisque Salvatore, le père de Sissi, remet aux autorités une lettre manuscrite qu'il a découverte dans les affaires de sa fille. Elle a été écrite par Sissi 1 mois avant sa mort et elle est à destination de la directrice du centre pénitentiaire, Gabriella Straffi. Bon, j'espère que vous êtes prêts pour cette partie, puisque je m'apprête à vous révéler des choses qui dépassent tellement l'entendement que j'ai failli en devenir sourde. Dans cette lettre, Sissi dénonce des comportements et des faits très graves dont elle avait été témoin au travail les mois précédents. En juillet 2016, soit quelques mois avant le mystérieux coup de feu, une détenue du centre pénitentiaire avait confié à Sissi que de la drogue circulait librement à l'intérieur de la prison grâce à la complicité de certains gardiens qui la laissaient entrer par la laverie. Et quand je vous parle de drogue, il n'est pas question de shit, même si c'est pas top, mais de coco et d'héros. Sissi avait tout d'abord enquêté discrètement pour s'assurer que c'était vrai, puisqu'elle ne voulait pas mettre en cause des collègues si l'information était fausse, et il s'avère que les accusations de cette détenue étaient fondées. Mais Sissi avait également découvert d'autres faits encore bien plus graves. Des collègues à elle, hommes et femmes, avaient des relations amoureuses et intimes avec des détenus. Ça y allait dans tous les sens, il était même question d'orgie et probablement d'agression sexuelle sur certaines détenues. Sissi, comme je vous l'ai dit, c'était une jeune femme qui mettait un point d'honneur à combattre les injustices. Et ça, elle ne pouvait pas le laisser passer. Elle en avait parlé une première fois à l'un de ses supérieurs qui n'avait pas souhaité enquêter davantage. C'est pourquoi en septembre, elle avait signalé par courrier tous ces faits à la directrice du pénitencier, Gabriella Straffi. Donc elle avait agi conformément à son devoir. Eh bien, figurez-vous que c'est elle qui avait reçu un avertissement disciplinaire 1 mois plus tard
pour avoir dénoncé ces faits. Elle en avait parlé à son père, Salvatore, à qui elle racontait tout, et lui avait expliqué qu'elle ne comprenait pas que la directrice la punisse elle, alors qu'elle avait simplement fait son devoir. Ça la mettait en colère qu'elle ait pu recevoir cet avertissement disciplinaire. Et Salvatore lui avait dit « Écoute ma fille, peut-être que tu devrais pas t'en mêler. Peut-être que là, ça te dépasse, donc il serait préférable que tu t'approches pas de ça. » Mais pour Sissi, c'était pas possible. Elle devait faire son devoir. Alors, ce qu'il est utile de préciser, c'est que le centre pénitentiaire de la Giudecca a déjà eu quelques petits soucis par le passé. En 2011, une détenue a accusé le médecin de la prison, Guido Lunardi, d'attouchement et d'agression. Et une autre avait une relation amoureuse suivie avec lui à l'intérieur des locaux. Il avait été démis de ses fonctions et condamné à 18 mois de prison et la suspension de son titre de médecin le temps de sa peine. Donc autant vous dire que Gabriella Straffi devait certainement être tendue quand elle a reçu le premier courrier de Sissi. Autant de scandales sexuels en aussi peu de temps dans un centre pénitentiaire qu'elle gère, de quoi faire trembler son sphincter. Bon, depuis, elle a pris sa retraite. Mais dans cette affaire, plus on avance et plus on découvre des éléments de plus en plus obscurs. On a par exemple l'une des collègues et amies de Sissi qui déclare anonymement durant l'émission Les Iénés que quelques semaines avant que Sissi ne reçoive cette balle à la tête, 2 autres collègues l'avaient prise à partie et frappée au sein de la prison, à cause de la lettre de dénonciation qu'elle avait envoyée à la directrice. Et il s'avère que le 1er novembre 2016, la collègue que Sissi devait remplacer, vous savez, la collègue qui était malade, qui n'avait pas pu se présenter au travail, eh bien il s'avère que cette collègue est l'une des 2 collègues qui l'avaient agressée. Là, on a quand même une coïncidence assez troublante, pour ne pas dire autre chose. Malgré ça, aucune investigation plus poussée n'avait été menée. D'ailleurs, l'ex-compagne de Sissi, vous savez, celle avec laquelle elle avait été 7 ans avant de la quitter, a semble-t-il eu des comportements très agressifs avec elle à la suite de la séparation. Elle aurait mal pris cette séparation puisque juste après, Sissi avait rencontré une nouvelle copine et elle s'était quasiment installée avec elle tout de suite après. Donc cette jeune femme avait très mal pris leur séparation et elle avait des comportements parfois peut-être menaçants au sein de la prison. À l'époque, les enquêteurs avaient simplement vérifié la géolocalisation de son téléphone portable. Ils avaient vu qu'il était localisé dans son appartement et les investigations la concernant s'étaient arrêtées là. Et en parlant de téléphone portable, les relevés téléphoniques de celui de Sissi ont été ajoutés au dossier. Alors, on n'a rien trouvé d'inhabituel dans ces relevés, à savoir qu'il n'y a pas eu d'appel ou d'SMS aux alentours de 11h. Cela dit, la géolocalisation n'a jamais été demandée par la procureure de Venise, alors que ça aurait été utile, puisque ça aurait permis de savoir si le téléphone se trouvait effectivement dans son casier à la Giudecca, au moment où Sissi se trouvait à l'hôpital le 1er novembre 2016. La famille de la jeune femme a plusieurs fois demandé au procureur de récupérer ces informations, mais elle n'a jamais souhaité le faire, jugeant que ce n'était pas utile. Et en octobre 2019, le parquet de Venise requiert de nouveau un non-lieu. Le motif est le même que pour la première fois. Aucun élément objectif ne permet de penser qu'il puisse s'agir d'un homicide. La famille de Sissi s'oppose une nouvelle fois à cette décision, mais les parents sont consternés puisqu'ils ne comprennent pas cet acharnement à ne pas vouloir enquêter pour connaître la vérité. Et dès mars 2020, la famille Trovato Mazza collabore avec une personne que l'on connaît très bien sur cette chaîne. J'ai nommé Roberta Bruzzone. Bon, la collaboration a été de courte durée, puisqu'en juin, les 2 parties ont cessé de travailler ensemble. Alors, le comment du pourquoi, là encore, on a plusieurs versions, mais ça s'est mal fini entre la famille Trovato Mazza et Roberta Bruzzone. J'ai farfouillé un peu de mon côté, et ce que j'ai trouvé, c'est qu'au départ, la criminologue soutenait qu'il ne pouvait pas s'agir d'un suicide, et ensuite, qu'il ne pouvait pas s'agir d'un homicide. Il y a actuellement un litige entre Salvatore Trovato Mazza et Roberta Bruzzone. Salvatore a écrit une lettre ouverte pour dénoncer les comportements, on va dire, assez étonnants de la criminologue. Bon, je vous la mets, là vous pouvez la voir. Voilà. Une autre criminologue, Roberta Sacchi, s'est elle aussi exprimée sur cette affaire et elle a déclaré entre autres « Il n'y a pas d'affaire Sissi Trovato Mazza. Cette jeune surveillante pénitentiaire a tenté de se donner la mort. Elle a tout fait toute seule.
nous avons les enregistrements des caméras de surveillance. Qu'est-ce qu'on recherche de plus? Un fantôme? Un alien? Et comment serait sorti ce présumé assassin après avoir tiré sur Sissi, vu que personne ne sort de l'ascenseur après le coup de feu? J'ai rien contre cette criminologue non plus, mais je crois qu'on n'a pas vu les mêmes images en fait, puisqu'après le coup de feu, on voit bien un homme sortir de l'hôpital. Je ne dis pas que c'est lui, bien sûr, entendons-nous bien, mais en tout cas, on voit bel et bien quelqu'un sortir de l'espace où situent les ascenseurs peu après le coup de feu. Et à côté de l'ascenseur où a été retrouvé Sissi, il y a un autre ascenseur. En fait, il y a 2 ascenseurs collés. Donc je comprends pas très bien en fait les conclusions de cette criminologue. Mais mis à part ça, c'est quoi cette façon de parler d'une affaire criminelle, alien, fantôme? En fait, j'étais là, je me disais, mais ils sont formés où en fait leurs criminologues? C'est trop bizarre. Quoi qu'il en soit, et malgré ces déclarations, la famille de Sissi est convaincue qu'il ne peut s'agir que d'un homicide, et à force de persévérance, ils obtiennent qu'en août 2020, une unité scientifique examine pour la première fois l'uniforme de Sissi et les traces de sang dans l'ascenseur grâce aux photographies. Le but étant bien évidemment de savoir si la jeune femme a été l'auteur du coup de feu. Et lorsque le rapport tombe, d'une certaine façon, c'est un coup de théâtre. À savoir que les experts indiquent que les traces de sang sont peu compatibles avec la version avancée par le parquet de Venise. Sissi ne serait pas l'auteur du coup de feu, et ils ajoutent que dans l'ascenseur avec Sissi, au moment où le coup de feu est parti, il y avait probablement 2 personnes. Là, on est quand même sur quelque chose de très inquiétant. C'est pourquoi le 25 novembre 2020, le juge des enquêtes préliminaires refuse une seconde fois de classer l'affaire. Ça signifie qu'il a considéré qu'il y avait suffisamment d'éléments troublants pour poursuivre les investigations, et surtout qu'il y avait de gros manquements dans le dossier de la procureure de Venise. Alors oui, on peut se dire que c'est une bonne nouvelle pour la famille Trovato Mazza, mais le problème c'est qu'après 4 années, de nombreux éléments matériels ne sont plus exploitables, comme les caméras de surveillance de l'hôpital, puisque vous savez qu'il y a un système de réécriture, donc après 4 années, récupérer l'ensemble des images, c'est pas possible, d'autant que tout n'avait pas été consigné en 2016, puisque la procureure de Venise, rappelez-vous, avait déjà conclu à une tentative de suicide. Il y a également l'identité de potentiels témoins présents ce jour-là, comme la femme qui a découvert le corps, les personnes qui se trouvaient sur le parking de l'hôpital, tout un tas de potentiels témoins dont on ne connaît pas l'identité et que l'on ne peut pas interroger. Le père de Sissi, Salvatore, a plusieurs fois passé un appel télévisé pour demander à ces personnes de se manifester pour les aider à découvrir la vérité. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Après, ça pourrait s'expliquer par la crainte d'être impliqués dans quelque chose de trop grand pour eux, ou la crainte d'être accusés d'avoir fait quelque chose alors qu'ils n'ont rien à se reprocher, voire la crainte qu'on s'en prenne à eux s'ils ont été témoins de quelque chose. Entre-temps, le centre pénitentiaire de la Giudecca était visé par une enquête, puisque plusieurs détenus ont affirmé, mais de façon anonyme, que toutes les accusations de Sissi étaient fondées. Elles n'ont pas pu témoigner à visage découvert, puisqu'elles sont encore incarcérées, donc forcément, elles pourraient être victimes de représailles si on connaît leur identité. En mai 2021, la procureure de Venise demande pour la 3e fois un non-lieu. Jusque-là, aucun des éléments présentés ne semble l'avoir convaincue que Sissi ne s'est pas ôté la vie elle-même. Donc aucune raison de poursuivre une action pénale. La famille Trovato Mazza s'y est une nouvelle fois opposée, d'autant que le motif invoqué par le parquet pour expliquer le présumé geste de Sissi serait son homosexualité cachée. Son orientation sexuelle était sur le point de filtrer, et par crainte du regard des gens, elle se serait tuée. Alors, de ce que j'en ai lu, Sissi n'avait aucun problème avec ça. Certes, elle ne le criait pas sur tous les toits, en même temps ça reste du domaine privé, c'était pas quelque chose qu'elle redoutait de dévoiler. Donc bon. Actuellement, l'instruction est toujours en cours, et j'ai lu dans certains articles que la famille Trovato Mazza a fait appel à la marque M-Metim, dont j'ai parlé dans ma vidéo sur l'affaire Mario Biondo. Et d'après ce que j'ai lu, M-Metim a découvert que le compte Facebook de Sissi a été utilisé après sa mort, et des données ont été supprimées. J'imagine que cette information sera reversée au dossier d'instruction afin de poursuivre les investigations. Et pour information, la famille Trovato Mazza a mis en ligne une pétition afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Je vous la glisse dans l'espace information afin que vous puissiez la signer si le cœur vous en dit. Et si, comme moi,
vous doutez de la version officielle, une version selon laquelle cette jeune surveillante pénitentiaire de 27 ans se serait ôté la vie sans raison dans un hôpital un matin de novembre 2016. Eh bien écoutez, si vous êtes arrivé au terme de cette vidéo, j'en suis très contente puisque c'est une affaire qui m'intéresse énormément. Elle me rappelle beaucoup l'affaire Myriam Sakri. Et je vous avoue que, en fait, c'est terriblement frustrant parce qu'il n'y a pas vraiment de fin. Et je sais que quand il n'y a pas de fin, beaucoup d'entre vous sont frustrés. Mais là, pour le coup, c'est en cours. Donc, je checkerai régulièrement pour voir s'il y a des news. Et puis, bon, je ferai une vidéo de mise à jour avec toutes les mises à jour en cours des affaires que j'ai traitées. Mais cette histoire, je la trouve tellement bizarre. En fait, j'ai énormément de difficultés à croire que Sissi Trovato Mazza s'est tiré une balle dans cet hôpital comme ça. Enfin, je sais pas, il y a trop de trucs qui vont pas autour. Déjà, moi, le truc qui m'a quand même le plus fait tiquer, c'est l'histoire des empreintes sur le pistolet. J'ai pas compris. Genre, il n'y a pas ces empreintes alors qu'elle s'est tirée dessus. Il y a pas d'empreinte tout court, enfin je sais pas, ça m'a semblé bizarre. Et puis j'ai anticipé une réponse, enfin une hypothèse, parce que j'avais pensé, peut-être que l'arme a été ramassée par les agents, par les secouristes à l'hôpital, et puis sans faire exprès ils l'ont nettoyée. Bah ouais, mais on a retrouvé des gouttes de sang au niveau de la crosse. Donc je sais pas, ça me paraît très bizarre. J'ai vu beaucoup de commentaires sur internet qui parlent de l'homme qui sort de l'hôpital juste après la découverte du corps. Vous savez, celui qui baisse la tête en sortant de l'hôpital. Beaucoup trouvent que c'est bizarre. Après, moi, je ne sais pas, je ne l'accuse pas, parce qu'il peut y avoir tout un tas d'explications au fait qu'il sorte, qu'il n'ait pas remarqué le corps de Sissi et qu'il sorte de l'hôpital. C'est vrai que ça paraît un peu bizarre quand même. Ouais, je sais pas. Je vous avoue que j'ai hâte de connaître la suite de cette affaire, parce que, ouais, pour moi, elle s'est pas tuée. Pour moi, il lui est arrivé quelque chose. Maintenant, est-ce que ça a un rapport avec ce qu'elle avait découvert sur le centre pénitentiaire de la Giudecca ? C'est possible. Mais bon, vu que les investigations ont été assez expéditives de la part du parquet de Venise, ouais, il y a plein de petites choses, malheureusement, qui ont dû glisser entre les doigts des enquêteurs plusieurs années après, parce que forcément, plus on attend et plus les preuves disparaissent. Donc ouais, c'est terriblement frustrant et j'imagine la douleur des parents. Enfin, je peux même pas l'imaginer tellement ça fait mal au cœur. Enfin, j'ai vu plusieurs interviews du père de Sissi, Salvatore. Il me fait mal au cœur. Je vous jure, j'en ai des frissons là, rien que d'y penser. C'est trop pénant, trop pénant. Enfin bon, je vais m'arrêter là, parce que cette histoire, je vous avoue que elle me tient comme ça. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais elle me fait trop penser à l'affaire Myriam Sakri. Trop de trucs bizarres et trop de... Je sais pas, on est là, on se dit quoi, comment ça, non-lieu. Enfin, mais tout laisse à penser qu'il s'agit d'un homicide. C'est pas possible. Après, bon, écoutez, on n'est pas dans les services des enquêteurs, donc on sait pas comment ils réfléchissent, on sait pas... Enfin bon, avant de clôturer la vidéo, je tenais quand même à remercier mon sponsor. Je vous cache pas en fait que parfois certaines de mes vidéos ne sont pas validées par YouTube, puisque je rentre tellement dans des détails que c'est considéré comme du contenu violent, et du coup elle n'est pas validée. Et là, le fait d'avoir un sponsor, je vous le cache pas, ça me fait plaisir, puisqu'en plus c'est pas n'importe quel sponsor. Je vous avoue que j'ai trouvé le produit super intéressant, donc j'ai été trop contente de pouvoir vous le présenter et de pouvoir bénéficier de ce sponsor. Donc je tenais à les remercier. Peut-être qu'ils verront même pas ce passage, vu qu'il sera à la fin de ma vidéo. Vous, de votre côté, n'hésitez pas à me mettre en barre des commentaires ce que vous avez pensé de cette affaire. Si, comme moi, en fait, elle vous a remué, et si, comme moi, vous êtes archi révolté, et si, comme moi, vous pensez qu'il y a anguille sous roche, n'hésitez pas. De toute façon, comme d'habitude, je lis tous vos commentaires. Je ne réponds pas à tous les commentaires. Alors je vous explique. Parfois en fait il y a des gens qui m'écrivent des messages pour me dire ouais franchement c'est pas cool, tu réponds pas à mon commentaire et tout. J'essaie de le faire de façon plus régulière, mais pour être tout à fait honnête avec vous, et vous allez trouver ça complètement bête ce que je vais vous dire, mais je le sais. En fait des fois j'évite de répondre trop aux commentaires parce que j'ai peur de vexer des gens.
à qui je n'ai pas répondu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, je me dis, ah mais attends, mais si tu réponds à un tel, après peut-être que les autres, ça va les vexer parce que t'as pas répondu aux autres. Et du coup, des fois, j'hésite en fait à répondre parce que j'ai pas envie de vexer des gens. Mais je vais essayer quand même de prendre un peu plus de temps pour le faire parce que c'est vrai que ça permet d'avoir un petit échange plutôt sympathique. Je regardais si j'ai... Ouais, c'est bon, j'ai encore un petit peu de batterie. Bref, je pense que je vais m'arrêter là. Et puis, ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.